Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche vendredi 15 octobre 2021 avec le psychanalyste et thérapeute bruxellois Patrick Denetter à l'occasion de la publication de son ouvrage chez RS intitulé « Les hommes, leurs amours, leur sexualité, actualité et obsolescence du mythe de l'enlèvement d'Europe ». Bonne écoute. Bonne soirée et merci d'être là pour discuter donc du livre de Patrick Denetter, donc Les hommes, leurs amours et leur sexualité. Je lui disais, c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes, ça doit les intéresser. La prochaine fois, le prochain tome, on va en parler. Je vais vous présenter Patrick Denetter. On discutera donc Christophe Loison, qui est psychanalyste à la Fédération européenne de psychanalyse et à Psychiatre 31, et moi-même donc. Alors, Patrick Denetter, il est docteur en psychologie, il est professeur émérite en psychopathologie du couple, de la famille et de la sexualité de l'Université de Louvain. Il est thérapeute de couple, analyste, cofondateur d'Espace Analytique de Belgique et du Centre de formation aux cliniques psychanalytiques. Ça, c'est un certificat délivré par l'Université de Louvain. Alors, comme l'intitulé de sa spécialité, de son titre de prof l'indique, ça fait de nombreuses années que Patrick Denetter se consacre à la recherche autour de l'amour, de la sexualité, du couple et de la famille. Alors en témoigne, mais ça, évidemment, on ne le voit pas forcément dans le grand public, ces nombreuses publications scientifiques qui font qu'il est une des références du domaine, dont au moins 2 ouvrages, par contre, dont l'un déjà chez RS, avant celui qui nous rassemble. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier les éditions RS. On oublie toujours l'éditeur dans ce genre de truc, pour le travail qu'il fait concernant les ouvrages du champ de la clinique et de la psychanalyse en particulier, et surtout à l'époque actuelle, où c'est un petit peu compliqué. Enfin, les gens d'RS qui sont dans la salle pourraient en parler mieux que moi. Bon. Alors, le livre qui nous rassemble est consacré, ainsi que l'intitulé l'indique, donc aux hommes, c'est-à-dire vir et non homo, à leurs amours et leur sexualité. Et d'où d'ailleurs une première question, il y aurait plein de questions à chaque pas, qui porterait sur pourquoi ce pluriel, quand on parle habituellement, quand on aborde la sexualité humaine, on dit la sexualité humaine. Bon. Alors cet ouvrage sera complété pourrait être complété, je sais pas, il ne faut pas engager les éditions RS, pourrait être complété de la version consacrée aux femmes, qui quand même est partiellement écrite, ou même peut-être déjà écrite. Autant dire que c'est une véritable somme qui nous est comme ça délivrée. Alors je dirais, là je parle pour moi, je la trouve érudite, bien écrite, et Patrick Denetter nous fournit la méthode avec laquelle il aborde ces questions. C'est l'examen du mythe. On va y revenir. Il passe par le mythe. Et il nous fournit sa caisse à outils. C'est des concepts empruntés le plus souvent à la psychanalyse, mis à sa main. Et il a poussé le luxe jusqu'à mettre un index à la fin de l'ouvrage. Donc on n'a aucune excuse là, aucune difficulté théorique de principe, disons. L'objet du travail pourrait paraître banal, le couple, l'amour. Si, dans le champ analytique d'orientation lacanienne, en tout cas, du fait que le couple ne soit pas un sujet, rares sont les psychanalystes qui acceptent de recevoir des partenaires ensemble. Enfin, disons qu'ils le font quand ils sont obligés. Mais ça arrive qu'ils soient obligés quand même. Et de s'en laisser enseigner, parce que ça déroge, je caricature en disant ça, ça ne plaira peut-être pas, mais ça déroge au dispositif de la cure. Ce qui est en soi une seconde question qui porte sur la raison de ce qui t'a amené de ce côté-là, à prendre ça au sérieux.
Ensuite, la démarche et la méthode adoptée par Patrick de Noether dans cet ouvrage peut surprendre. En tout cas, moi, elle m'a surpris. Puisqu'il prend son départ dans le mythe d'Europe, prenant précisément parce que nous sommes européens, bon, ça tombe bien, c'est-à-dire Europe, cette humaine que Zeus, déguisé en taureau, séduit, enlève sur son dos et à laquelle il fait 3 enfants avant de l'abandonner, quand même. Bon, en tout cas, selon la version principale du mythe. Alors, est-ce qu'on peut soupçonner quelque chose de ça quand nous clamons que nous sommes européens? Fils de Zeus? Non, mais il y a un truc qui est assez drôle. Mais c'est comme ça qu'il prend la question. Alors, tout au long de l'ouvrage, Patrick de Noether croise les interprétations du mythe, parce qu'il y en a des tas, en fait, des gens qui ont lu ce mythe, à partir des versions mythologiques, à partir des reprises dans la peinture, à partir de la sculpture, de la littérature, et encore avec un éventail clinique d'hommes contemporains, d'analysants, d'autobiographies, de correspondances, il y a des choses, de correspondances de célébrités. À l'instant, là, il me revient le cas que tu fais de Siménon, bon, on pourra en parler, et le résultat, c'est un panorama de ratage, quand même, entre les hommes et les femmes. Oh, j'exagère, un panorama de ratage, de réussite, parce que ma phrase était coupée, de réussite, d'évitement, de forçage, de fantasme et quand même de passage à l'acte. Alors, évidemment, vu ici côté homme, je ne sais pas si on te poussera dans tes retranchements jusqu'à parler de ce que tu as appris côté femme, mais enfin bon. Et ça, sur les relations, ratage de tout ça, c'est sur les relations des hommes avec le sexe qui supporte pour lui l'altérité, avec une femme. Alors le mythe, encore quelques mots, c'est un récit collectivement partagé, sans doute tressé comment on pourrait dire, de nombreux récits singuliers par ceux qui l'ont construit, qui l'adoptent et qui nous l'ont transmis. Mais ce récit, ça n'est pas simplement, comme Freud le dit par exemple de la religion, la combinaison des projections des sujets, parce que sans ça, il n'y aurait aucune raison qu'ils survivent aux Lumières, par exemple. C'est que d'une part, il articule les éléments de la structure dont le sujet est constitué, et qu'ensuite, il est une tentative de donner une forme épique, c'est-à-dire de donner un sens à la façon dont nous pensons, en quelque sorte. Et puis, bien sûr, le mythe formate les subjectivités. C'est surtout sur cet aspect-là que tu mets l'accent. Donc tu convoques dans ta caisse à outils, ça c'est aussi ce qui fait la richesse du livre, bien des auteurs et bien des disciplines qui sont en dehors de la psychanalyse, mais qui, paradoxalement, permettent de mieux situer ce qui fait la spécificité de la contribution psychanalytique, disons, sur ces questions. Alors, par sa contribution au mythe, alors on pourrait dire comme lecteur et toujours fondateur, un lecteur, un sujet, inscrit sa petite histoire dans un grand récit où il trouve un sens qui fait lien social. Je ne suis pas sûr qu'on pense à ça quand on dit Europe, hein, mais c'est pourtant en filigrane derrière ça. Et l'étonnant est que ce sens, d'une part, soit énigmatique, c'est-à-dire que malgré tout ce que je viens de dire, le mythe est toujours à déchiffrer. C'est-à-dire il y a quelque chose, peut-être, en tout cas par celui qui s'y loge. Il y a toujours quelque chose qui lui échappe. Et d'autre part, peut-être à cause de cette dimension énigmatique, c'est encore une énigme que le mythe soit parvenu jusqu'à nous et qu'il nous parle. Et qu'on continue à le... Bon, voilà, donc l'ouvrage examine de nombreuses questions et en suscite quelques-unes. Juste pour terminer là-dessus, puisqu'on
part aussi de cette question de l'anatomie, il y a du mâle et de la femelle, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est un destin, mais non pas au sens où l'anatomie prescrirait un devenir mâle ou un devenir femelle, mais parce qu'il est impossible de faire comme s'il n'y avait pas deux anatomies, et par rapport à quoi il faut prendre position. Quelle interprétation chaque sujet donne à cet état de fait, sachant qu'il s'inscrira dans les conséquences de cette interprétation. Il y a une sorte de choix forcé, disons. Les anciens ont été immédiatement au fait de cette nécessité, qu'ils l'aient su ou non. Ils ont forgé des histoires à partir de leurs expériences pour en explorer les conséquences. Et ces histoires, il n'est pas sûr, c'était la thèse de Paul Veyne par exemple, qu'ils y aient cru. Ce n'est pas la question. Le mythe travaille parce qu'on partage le sens du mythe. Bon, après, qu'un taureau ait pu coucher avec une femme, on peut imaginer les choses, mais ça relève du fantasme. L'époque moderne a disqualifié les grands récits, et donc les mythes, et le sujet a alors rapatrié dans l'intime le récit susceptible d'ordonner son désir, c'est ce qu'on appelle en principe le fantasme. Mais en fait, il semble qu'on soit bon, c'est vrai que la connivence entre le fantasme et le mythe, sans doute éclaire la survie du mythe, s'il porte encore nos fantasmes, si on peut y lire nos fantasmes, et le fait qu'il nous parle encore sans qu'on ait besoin de croire au mythe, pas plus qu'on croit à ces fantasmes d'un certain point de vue, mais n'empêche que les fantasmes, ça a une réalité. Bon, ceci dit, je m'arrête là parce que nous sommes d'un monde où précisément la dimension du mythe, la dimension des grands récits est mise à mal, à la fois par le discours de la science, par ce qu'on a appelé les Lumières, mais surtout par le discours capitaliste, où on a l'impression que c'est lui qui vient prendre la place avec ses valeurs, etc., et qui vient diffrater tout ça. Donc ça posera encore une troisième question, je ne sais plus où j'en étais, du calcul, sur, mais alors aujourd'hui, comment on se débrouille avec ça, alors que toi-même, tu viens nous dire, mais regardez, ça existe. Alors, première remarque à propos de la fin, c'est que au fond, tu es très centré, comme à ton habitude, hein, sur le côté société, sur le côté social, sur le côté politique, hein, et l'individu et le politique, qui est pas ma préoccupation première. Hein, dans le livre, où là, bah, je suis, comme tu disais, je suis plus centré sur, depuis très longtemps, sur qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme. Qu'est-ce qui se passe et comment se fait-il que comment il soit possible qu'on vive, qu'on fasse se conjuguer le conjugo, hein, qu'on fasse se conjuguer deux univers forcément différents, ne fût-ce qu'au niveau des fantasmes, au niveau des désirs, alors forcément aussi au niveau des idéaux, au niveau des cultures dans les couples mixtes, etc. Et donc ça, c'est une préoccupation, bon, d'abord personnelle sans doute, hein, on y met toujours du sien dans comment ça peut tenir. Certains, je me souviens d'un élève de Lacan à qui je posais la question, mais comment on peut faire pour vivre deux univers fantasmatiques, comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble? Alors enfin bon, ceux qui aiment les nœuds borroméens, hein, réel, imaginaire et symbolique, essayer de mettre deux univers comme ça, réel, imaginaire et symbolique ensemble, c'est comment dire, conceptuellement, c'est impossible. Et un élève de Lacan m'a répondu, mais le couple, c'est une partie de bras de fer. C'est qui va l'emporter, qui va dominer, qui va faire valoir son désir, ses fantasmes, au détriment de l'autre. Et là, on revient à un des cœurs du sujet, hein, puisqu'il s'agit de l'enlèvement d'Europe d'une jeune mortelle par un vieux, non seulement vieux, mais qui est aussi son arrière-arrière-grand-père. Arrière-arrière-arrière-grand-père. Hein? Et immortel. Hein, donc, on retrouve toute une série d'éléments qui donnent à penser, mais
qu'est-ce que les Grecs ont imaginé, qu'est-ce que les Grecs ont imaginé, qu'est-ce qu'ils ont été projetés. Alors ça, c'est la dimension freudienne du mythe. Les Grecs ont projeté dans le ciel leur désir inavouable, et notamment l'inceste. Puisqu'ils ne sont pas les seuls, il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'origines du monde, ce sont des frères, des sœurs, des pères, des filles, etc. Donc, ce désir incestueux. Et donc, ma question, c'est... Oui, donc ça, c'est le côté freudien, projeter dans le ciel les désirs inavouables. L'autre côté, l'autre aspect plus lacanien et d'autres. Il y a toute une partie sur les différentes conceptions du mythe, mais qui est le mythe est fait ou a des effets de structuration du sujet. Donc il y a un double mouvement, et donc on peut aussi se demander quel effet a ce mythe-là aujourd'hui, s'il en a encore, parce que c'est pas sûr, enfin je ne sais pas si vous connaissiez le mythe de l'enlèvement d'Europe, en tout cas moi je ne le connais pas, je suis tombé dessus parce que un groupe de chercheurs, de scientifiques ont été rassemblés par un commissaire européen, Rabier, et qui se sont passionnés pour l'étude de ce mythe depuis la plus haute antiquité jusqu'à aujourd'hui. Alors, et dans l'écriture, enfin dans des récits mythiques, mais aussi des reprises du mythe. Et puis, je viens de découvrir une sorte de reprise très actuelle chez Cuvelier, un Belge qui fait des bandes dessinées, Corentin, je ne sais pas si vous avez connu Corentin, qui du coup s'est mis à faire des bandes érotiques. Et là, on retrouve une copie de l'enlèvement d'Europe, d'une jeune mortelle qui est enlevée, qui est fascinée par un taureau. Alors tu disais, imaginez qu'elle fait l'amour avec un taureau. Alors le mythe de Moschos, le plus important de cette époque-là, justement fait l'impasse. Il reprend sa forme humaine, divine humaine, enfin il reprend sa forme, et il lui fait trois enfants. Donc là, il y a comme une sorte d'évitement que je trouve étrange, puisque à la génération suivante, il y a le mythe du Minotaure, qui est le fils conçu par la femme du fils d'Europe et de Zeus, la femme qui est le bonhomme là, il fait pas plaisir à Poséidon, il ne lui offre pas un taureau en sacrifice, et du coup Poséidon a dit, pour se venger, envoie un taureau pour séduire la femme. Et la femme va faire construire par Dédale, qui avait construit le labyrinthe, une vache creuse dans laquelle elle se glisse pour pour coïter avec un taureau. D'où le Minotaure. Donc, voilà, toutes ces imaginations des Grecs, de projeter comme ça dans les cieux ces désirs inavouables, ces désirs que, en tout cas du temps de Freud, on n'avouait pas. Aujourd'hui, quand on va sur Internet, quand on va sur les sites érotiques ou porno, tout ce que Freud avait péniblement mis en lumière, là maintenant, il faut pas... Il avait raison, quoi. C'est plus parce qu'on accusait Freud d'avoir des fantasmes, mais là on voit que tous ces fantasmes, à moins que ce soit Freud qui a influencé tous les fantasmes d'aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Par rapport à ta présentation, oui, l'important des autres sciences. Qu'est-ce que les autres sciences ? Moi, j'ai toujours été frappé parce qu'au fond, les psychanalystes élaborent des théories générales à partir de personnes très particulières, c'est-à-dire des personnes qui viennent consulter. Et je me souviens, quand
quand j'étais jeune, qu'on disait oui, mais c'est tellement général que c'est valable pour tous. Ben oui et non. Et alors, les psychosociologues peuvent nous donner, avec un autre matériel, mais une vision différente. Ils contactent des personnes qui ne consultent pas, du tout venant, comme on dit, et donc ils élaborent eux aussi un savoir qui est parfois en contradiction et parfois qui soutiennent parfois ce qu'ont dit les psychanalystes. Voilà. Donc, pour moi, si on veut faire de l'anthropologie, si on veut parler des hommes en général, je pense que c'est important de faire appel à d'autres sciences que de rester dans son petit cercle psychanalytique. Alors, les sexualités, c'est pas la première fois qu'on me fait... pourquoi je parle les hommes et leur sexualité au pluriel. Mais pour deux choses. D'une part, je préfère mettre les concepts au pluriel. Parce que la psychanalyse est une science du singulier. Alors c'est très curieux qu'avec une science du singulier, on parle du transfert. Comme si le transfert, c'était pas d'une complexité énorme. On parle de l'Oedipe au singulier. Alors que les formes de l'Oedipe sont très différentes. Il y a y compris l'Oedipe de l'homme, l'Oedipe de la femme, l'Oedipe inversé, etc. Donc moi, je préfère systématiquement presque parler de ces concepts analytiques au pluriel. Alors les sexualités, d'autant plus qu'il n'y a pas qu'une sexualité commune à tous les hommes. Il y a 36 modalités de sexualité, si on passe d'un homme à l'autre, mais aussi à l'intérieur de chacun. À l'intérieur de chacun, on peut être très différent au niveau sexuel avec tel partenaire ou avec tel autre, ou à tel jour ou tel autre jour. On peut être masochiste à un certain moment, sadique à d'autres. On peut être hétéro et homo. Et voilà, donc je pense que c'était important de le dire au pluriel. Voilà, par rapport à... Mais peut-être qu'on peut poursuivre alors de... J'ai mis mes lunettes. D'accord, alors, moi c'est plus une remarque qu'une question. J'ai trouvé ça, alors je vous en ai fait part tout à l'heure en aparté, j'ai trouvé ça très courageux d'écrire en ce moment un livre sur les hommes, leurs amours et leur sexualité, dans la mesure où il y a quand même un espèce de ravage médiatique, où tout ce qui vient de l'homme maintenant pourrait passer pour quelque chose de foncièrement, directement malsain. Hein. Donc, ça, j'ai trouvé ça, alors ça a eu l'air de vous étonner quand j'ai dit ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant et assez contradictoire avec un air du temps un peu stratifié comme ça. Voilà. Et donc après, moi, la question du mythe, elle m'a beaucoup intéressé, que vous preniez ça que vous preniez les éléments de la sexualité à partir du mythe, ça m'a beaucoup intéressé. Au début, ça m'a surpris. Voilà, je disais le mythe d'Europe, je connaissais pas non plus. Et en fait, je trouve que ça permet aussi de court-circuiter toutes les questions morales. Ou, je ne sais pas dire éthique, mais oui, toutes les questions morales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un grand passage là où vous posez la question de l'enlèvement d'Europe. Est-ce que c'est un enlèvement qui satisfait Europe ou est-ce que c'est un viol ? Et là, la question prise comme ça, à partir du mythe, puisque les dieux, en fait, s'en foutent un peu des hommes, ils sont généralement assez immoraux, vu comme ça, ça ouvre quand même sur une possibilité de réfléchir aux choses autrement qu'en termes de bien ou de mal. Donc ça c'est vraiment ce qui je trouve ce qui fait le point fort du livre. Voilà, je sais pas forcément une question, mais
j'ajouterais que notre culture est encore vachement, si je puis, vachement influencée, dépendante de ce que ce mythe et d'autres avaient de patriarcal et de machiste. Et donc il est en connexion avec l'aujourd'hui, parce que justement notre société est encore très patriarcale, malgré tout, est encore très machiste, malgré tous les efforts. Alors, c'est aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des lois d'égalité, il y a tout un cheminement, on vire vers le matriarcat, enfin, il y a des craintes de certains, mais fondamentalement, et au niveau inconscient, et là je pense que toute la résistance, toutes les difficultés d'arriver à cette égalité qu'on dit souhaiter, c'est que ça va à l'encontre de l'inscription du patriarcat dans notre inconscient. Et donc je trouve que le mythe met au clair, en le mettant dans des cieux, le patriarcat, l'inceste. On sait maintenant aussi quelle est la dimension de l'inceste et la pédophilie, tout à fait mis sous le boisseau. Et encore, on essaie d'étouffer, mais ça sort quand même. Alors, j'ai écrit ceci avant MeToo, mais on peut se demander, même justement au niveau parce que je fais référence à la psychosociologie, aux statistiques, il y a probablement, il faudrait le réécrire cette année en donnant d'autres statistiques. D'ailleurs, une de mes lectrices me disait que oui, j'amenais des statistiques d'il y a 10 ans, mais c'est tout à fait dépassé. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a cette persistance dans l'inconscient de ce que les Grecs fantasmaient allègrement dans les cieux. Il y a, pour poursuivre sur ce fil, parmi les statistiques, il y en a une, mais je me rends compte que j'ai mal noté la page, oui. Alors que je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. C'est quoi? Et qui m'a vraiment surpris. Un homme meurt tous les 2 jours de violence conjugale et une femme tous les 3 jours. Non, un homme, c'est pas tous les 2 jours, c'est tous les 15. Tous les 15 jours. Un homme, c'est tous les 15 jours. Ah oui, quand même. Non, mais alors moi, j'ai noté tous les 2 jours. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je lui demande parce que non, mais, ça a vraiment changé l'époque. Mais donc, voilà, par exemple, ça, je trouve, c'est intéressant. C'est pas drôle, mais c'est intéressant drôle, de voir cette différence. Alors, ça va peut-être évoluer. Je veux dire, c'est pas l'essence. Non, mais on est en évolution constante. C'est aussi ça qui est frappant, c'est de voir comment, ne fût-ce que l'idée de viol, comment ça évolue autour des siècles, que ce soit au niveau des lois ou au niveau des comportements. Chez les Grecs, ça n'existait pas. C'est-à-dire que puisque les sentiments, alors ça c'est aussi intéressant dans le mythe, c'est qu'on voit que les sentiments d'Europe, on n'en parle pas. Oui, on dit qu'elle est un peu angoissée. Oui, c'est pas tout à fait qu'on n'en parle pas, parce que certaines versions, Horace par exemple, qui parle de l'angoisse et la honte d'avoir abandonné son père, puisqu'elle a été enlevée. C'est une Phénicienne qui a été enlevée et emmenée en Crète par Zeus. Mais c'est une honte d'avoir cédé. Donc il y a quelques petits éléments, mais dans la réalité, d'après ce que nous disent les hellénistes, la vie de la femme était de peu d'importance. C'était le père et les frères qui étaient possesseurs de la fille ou de la sœur. Et donc la question c'était de savoir si on faisait offense aux frères ou au père.
Et donc, il était illégitime d'enlever une femme à son père et à ses frères. Alors, est-ce que c'est encore présent aujourd'hui? Vous allez me dire non. Mais dans l'inconscient, on retrouve des traces dans l'inconscient de ce genre de pensée. Mais alors, il y a plusieurs questions qui se posent à partir de là. Bon, il y en a une, c'est que quand même, une femme, pour un homme, va présentifier quelque chose de l'altérité. On a beau la garder chez soi comme sa fille, sa propriété, c'est quand même une figure d'altérité qui, à l'occasion, justement, déclenche, là, pour le coup, les sentiments de violence, un désir, un débordement pulsionnel, etc. Ça pose en creux la question de l'amour. Je dirais à quel moment, qui ne se confond pas avec la question de la sexualité, et dont on sent bien que c'est une invention, entre guillemets, beaucoup plus tardive. Bon, là, il y a vraiment une question sur ça. L'autre question, derrière ça, je le relève par rapport à ce que tu dis de l'inconscient. Parce qu'il y a un paradoxe aujourd'hui. C'est que si l'inceste, le viol, tous les crimes sexuels sont dénoncés sur les réseaux sociaux, sont affichés sur les réseaux sociaux, sont exposés, c'est que paradoxalement, on a l'impression que ça n'est plus refoulé. Ça ne veut pas dire que dans l'inconscient, il n'y a pas sa marque. Hein. Mais je corrèle ça à quelque chose qui m'a frappé dans ton livre. C'est chaque fois que tu fais référence à des gens, notamment à une femme dont on a parlé tout à l'heure, j'ai oublié son nom, qui prennent les mythes au premier degré, pour qui ça ne fonctionne plus au semblant, et qui demanderaient quasiment à ce qu'on débaptise l'Europe. Or, si le semblant ne fonctionne plus, c'est bien qu'il y a un accident du mythe. C'est un peu, au moins pour elle, mais enfin, on peut penser que si c'est pour elle, et moi je corrélerais assez facilement le fait que ce qui était traditionnellement refoulé par le névrosé, disons, soit aujourd'hui exposé, tant mieux, hein, si ça peut éviter la dénonciation des crimes, etc. C'est pas ça qui est en cause. C'est la question du refoulement et du semblant. C'est-à-dire que ce soit une histoire, on n'est pas obligé d'y croire. Et voilà que quelqu'un nous dit, non, c'est l'apologie du viol. Vous ne pouvez pas raconter un mythe qui parle d'un taureau qui couche avec une femme. Non, on a changé d'époque. Oui, mais tu as raison, c'est une question. Si le mythe, si une des fonctions du mythe, c'est de constituer le sujet, si c'est le structurer, ça pose quand même question. Hein? Et alors, pour être précis, pour être un peu plus explicite, donc le mythe, elle est enlevée, Europe est enlevée, et Zeus lui promet qu'un continent portera son nom. Donc alors c'est le mythe qui explique l'origine du continent Europe, hein, parce que Zeus a promis à Europe qu'un continent portera. Il promet deux choses. Elle aura 3 fils qui seront des personnages importants. Hein, et pourquoi 3 fils et pas 3 femmes, 3 filles, pardon. Hein, ça c'est une autre question. Et puis c'est considéré comme, c'est valorisé comme mythe fondateur de l'Europe. Et donc cette personne, elle n'est pas la seule. Dit, qu'est-ce que c'est cette affaire, hein, cette affaire, c'est une jeune femme d'ailleurs qui avait publié ça il y a 2-3 ans dans une revue européenne. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe, que ce vieux libidineux qui séduit, qui trompe cette jeune femme, elle a valorisé comme mythe fondateur de l'Europe. Hein, et donc, quoi? Donc, si c'est vrai que le mythe a des influences, et là,
là, je fais appel aussi, voir un peu les scientifiques qui ont fait des recherches sur l'influence des films, la violence dans les films, sur l'influence sur les sujets. Ben, pour le moment, c'est pas tout à fait clair, mais que ça a une grande influence, mais en tout cas, ça en a une. Donc, moi, je comprends que ces femmes s'émeuvent de se dire... Mais alors, ça pose du problème de l'art, parce que s'il fallait enlever de tous les musées toutes les peintures représentées, rien que les enlèvements, enfin, vous voyez, il n'y a pas que l'enlèvement d'Europe, hein, il y en a 36, les Sabines, il y a... oui, tous les noms m'échappent, enfin, si vous voulez. Dans le livre, vous savez, je suis un peu précis à collecter tous les enlèvements qu'on peut repérer dans l'art, tous les incestes qu'on peut repérer, le Minotaure qui est quand même le fruit qui est devenu un ado insupportable, invivable, mais qui est le fruit de ce coït avec un taureau, là, parce que là c'est explicite, c'est le taureau et la femme de Minos. Je comprends, moi, que ça pose une question. Mais, alors, l'œuvre d'art, sauf la question de l'œuvre d'art, il faudrait refermer il faudrait refaire des enfers dans les bibliothèques. Alors, c'est ça que la question du semblant. Hein, oui, ça fonctionne comme si c'était appris au premier degré. Voilà. Oui. Comme si elle croyait au mythe, finalement, plus que... Oui, il n'y a plus la distinction entre le fantasme, et le passage à l'acte ou des choses comme ça. Dans le viol, par exemple. Oui. Ça ne fonctionne plus comme un fantasme, mais comme une réalité. Oui. Est-ce que qui c'est qui veut intervenir? Et mêlez-vous-en, parce que sinon, nous, on discute entre nous. Là, vraiment. Les mythes libanais. Vous parlez je peux parler fort. Non, parce que c'est enregistré. Oui, il y a, au fond, Vous parlez du mythe de l'inceste, je crois. Oui. Mais l'inceste est aussi considéré comme un tabou absolu dans les sociétés depuis traditionnelles ou même aujourd'hui. Oui. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre ce mythe qui représente un fantasme et puis le tabou absolu qui contredit ce fantasme. Et dans la vraie vie, en ce qui me concerne, l'inceste, c'est absolument... alors peut-être inconsciemment si je vais chercher très très loin, mais j'y crois pas du tout. Donc le mythe de l'inceste, je penche du côté du tabou absolu. Oui, mais comment se fait-il qu'il soit si souvent transgressé, ce tabou absolu? Ça veut dire qu'il y a là une puissance du fantasme qui pousse à sa réalisation et qui pousse à sa réalisation malgré la civilisation. D'où ce que Freud appelait le malaise en chacun, le malaise de la civilisation, parce que la civilisation, c'est-à-dire les lois, les idéologies, les valeurs, etc., viennent contredire des fantasmes. Alors, on pourrait dire des pulsions. Le fantasme, c'est déjà une certaine élaboration de la pulsion, un scénario à partir des pulsions. Alors, donc, ça vient contredire les pulsions. Alors, la question, c'est de savoir, dans les civilisations, quel est l'avantage qu'il y a à cadenasser tout ça, à faire du refoulement collectif, à mettre tout ça dans les enfers des bibliothèques, etc., avec ce qu'on observe en clinique, c'est que ce qui est refoulé ressurgit sous forme de symptômes, au moins de malaise, sinon de symptômes. Par contre, laisser la porte ouverte au fantasme sans faire la distinction entre le fantasme, sans penser qu'un fantasme c'est fait pour fantasmer, comme un rêve c'est fait pour rêver. Alors, c'est vrai qu'idéalement, on peut tâcher dans la vie de satisfaire certains de nos fantasmes, sinon la vie ne serait pas drôle.
Mais chacun, on est confronté à cet univers fantasmatique les plus étranges, les plus transgressifs, hein, et à en faire quelque chose de vivable pour soi, et quand on fait couple, pour les deux. Et donc, c'est intéressant de pousser, comme vous faites, l'extrême, le tabou le plus général, et qui est le plus souvent transgressé. Voilà. Oui. J'ai fini le journal d'Anaïs Nin, qui a provoqué un inceste avec son père, une vraie liaison qu'elle a fini par d'elle-même arrêter, alors que lui était partant pour poursuivre. Donc là, il y a un exemple effectivement de quelque chose. Et d'ailleurs, ça l'a bien aidé justement à dépasser ces problématiques vis-à-vis du père qu'il avait quitté au début. Donc, elle montre là, à travers un exemple très concret, que l'inceste peut déboucher sur une solution personnelle et un meilleur équilibre après. Enfin, là, en tout cas, père-fille, là, en tout cas, sur cet exemple. Oui, je connais pas, j'ai pas étudié sa biographie. Je suis pas sûr que c'est une meilleure. Enfin, peut-être bien. Il y a des exceptions, hein, mais je connais. Il y a d'autres biographies qui montrent que même il fut un temps où ça circulait à l'école freudienne l'idée d'une femme, d'une jeune femme, une fille qui vivait maritalement avec son père. Alors, comme ils étaient sud-américains, ils vivaient en Europe, et donc ils n'étaient pas connus comme fille et père. Hein, donc et ça marchait fort bien. Jusqu'au jour où il y a eu un enfant. Et là, c'est devenu insupportable pour elle. Ça a été l'avortement et la séparation. Elle a fait une analyse, elle a eu une autre relation, je dirais, normale. Elle a eu un enfant, et cet enfant, elle était prise de compulsion à le jeter par la fenêtre. Donc, vous dire que c'est pas toujours sans... Voilà, mais de nouveau, c'est des cas par cas, et que il faudrait faire des statistiques pour voir est-ce que c'est... Et un autre cas qui est publié, comment s'appelle-t-elle encore? Aussi, enfin, c'est une jeune femme, c'est une américaine. Tu te souviens plus de... Non. Vas-y, parle, et puis si ça me revient, je te dis. Donc, son père est parti juste au moment de sa naissance, etc. Son père devient pasteur aux États-Unis. Il reprend rendez-vous avec elle à 20 ans. Elle va le chercher, elle raconte comment elle va le chercher à l'avion. Elle est prise de tremblements d'amour, de passion. Ils deviennent amants. Ça dure un certain temps. Et puis, ça craque. Ça devient insupportable pour elle. Elle se sent trompée, violée, abusée. Elle écrit ce bouquin pour dénoncer son père, qui était probablement un peu pervers, d'après ce qu'elle dit. Donc, je ne sais pas si c'est toujours réussi, mais peut-être bien Anaïs, je ne sais pas. Quelqu'un connaît la biographie d'Anaïs? Non? 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 Et ça évoque une remarque de Freud que tu reprends, parce qu'au fond, dans les rencontres amoureuses, quand on choisit un partenaire, il faut bien qu'il ait un trait de ce qu'on a aimé en quelque sorte. Donc c'est vrai que la relation qu'on a eue avec les parents va marquer et quelquefois embarrasser nos relations amoureuses. On entend souvent dire ça, ne me traite pas comme ton père, ou ne me traite pas comme ta mère. Bon. Oui. Mais Freud, justement, dit de l'analyse, c'est cette phrase-là, où il dit, mais finalement, à la fin d'une analyse, on ne doit plus avoir peur de coucher
avec son père ou avec sa mère. Quelque chose comme ça. Ah non, mais vous voyez comment vous l'entendez. Ça ne veut pas dire que vous allez coucher avec elle, ça veut dire que vous n'en avez plus envie. La phrase de Freud, c'est se familiariser avec l'idée. L'inceste, oui. Se familiariser avec l'idée. Hein? Oui, ça va mieux comme il le dit. Ouais, rigolo. Comme Freud le dit. Mais non, alors ça c'était quand même une réponse alors très, très clinique, clinique courant, vraiment courant. C'est que des filles qui ont eu de fortes relations au père, y compris, ne fût-ce que des attouchements, hein, ont pas mal ont une relation même simplement forte, amoureuse forte, avec leur père ou avec leur mère, parce que hein, ont une difficulté à avoir des rapports sexuels avec leur amant, avec leur... Pourquoi ? Certaines, je me souviens de deux cas, une personne qui m'explique, quand je fais l'amour, je dois arrêter parce que j'ai tout à coup le visage de mon père qui vient se superposer à... Et comme il y a le tabou de l'inceste, comme vous le dites, le tabou vient jouer là, vient interdire, enfin, ou vient embarrasser, parasiter le rapport sexuel. Une autre femme qui ne parvenait pas à avoir d'orgasme, alors que c'était, disons, une très accorte dame, jeune femme, très éduquée, avec beaucoup d'amants, jamais d'orgasme. Et un jour, elle m'explique que quand elle fait l'amour et qu'elle sent le plaisir qui monte, elle le bloque. Et pour le bloquer, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle imagine que sa mère rentre dans la chambre. Alors, en fait, elle peut alors associer sur des jeux avec son papa, des jeux très anodins, hein, c'est sur ses genoux, adada, sur le cheval de papa, et qu'elle sentait le plaisir monter. Et sa mère était dans la pièce et avait horreur de ce jeu-là entre la fille et le père. Et donc, par fidélité à la mère, il fallait bloquer. Ah oui, elle disait qu'elle bloquait, hein, quand elle était à 4 ou 5 ans sous les genoux de son père, elle bloquait le plaisir. Donc, tous ces cas-là me fait penser, alors qu'il n'y a pas d'inceste réalisé, mais qu'il y a un désir incestueux très présent, qui a été très présent, mais ça vient souvent handicapé. Beaucoup de cas d'anorgasmie ou de frigidité, alors du côté de l'homme, c'est la même chose, hein. Mais alors là, ce sont des pannes d'érection, ce sont des éjaculations précoces, parce qu'il y a eu parce qu'ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas pu se détacher de cette relation-là. Et se familiariser avec l'idée, ça veut dire qu'on en est détaché, puisqu'on se familiarise avec. On peut passer à travers. Hein? On peut tourner la page. On peut. Mais... Non, c'est toujours la même histoire entre l'acte et le fantasme et la distance à laquelle on est du fantasme. On ne fait pas l'amour vraiment avec sa mère, mais avec un trait. Si vous voulez, la question du trait se pose au niveau pulsionnel. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, c'est presque plus facile, à partir de la question de l'inceste, de regarder comment ça se passait pour une femme. C'est spontanément vers là qu'on va. Et du coup, j'avais presque envie de te poser une question un peu... Mais oui. Il suffit de lire le livre. Hein, mais de te poser une question un peu brutale. Mais finalement, pour un homme, c'est quoi une femme ? C'est la question qui tue, ça. Non, mais... Alors, je vais te répondre, tout simplement. Ça dépend de quel homme. Qu'il n'y a pas de réponse générale. Il n'y a pas de... Oui, alors, sur la question de l'altérité, je suis sceptique, moi, la question de l'altérité. Je suis pas sûr que c'est tout aussi valable pour la femme, l'altérité, que l'homme, c'est son altérité. Alors, je sais que Lacan a souligné que c'était la femme qui était là, le grand hôte, c'était la femme.
Ben, moi, je suis le grand hôte au sens d'altérité. Je ne suis pas sûr que pour les femmes, l'homme, c'est pas aussi le tout autre. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Il y a un petit bouquin qui vient de paraître sur le projet P. Les Canadiens, ils sont beaucoup plus libérés que les Français et les Belges. Hein. Alors, au niveau des témoignages et des recherches qu'ils font, etc., sur tout ce qui est un peu hors des normes habituelles, ben là, il y a une quinzaine de jeunes femmes, plusieurs sont des artistes, des écrivains, etc., ont une quinzaine de témoignages sur leur rencontre avec le pénis. C'est tout clair comme ça. Comment elles vivent, comment elles ont vécu leur première rencontre du pénis, leur première ou les suivantes, donc les premiers amants qu'elles ont eus, etc. Mais c'est aussi tout autre qu'elles. Donc je ne vois pas pourquoi les femmes auraient le privilège d'être l'autre par excellence. Je crois que ce n'est pas en ce sens-là. Ah. Enfin, je ne l'ai pas... Oui. C'est juste pour avancer sur cet aspect des choses. Non, parce que la rencontre amoureuse, et pour chacun des partenaires, si vraiment c'est une rencontre avec quelque chose d'une altérité, parce que ça met en jeu... D'ailleurs, quelque chose qui n'est pas toujours là, c'est la jouissance. Donc, donc l'autre, en ce sens-là, il faut bien rencontrer de l'autre, que ce soit l'homme ou une femme. Mais autant, alors c'est comme ça que Lacan en parle, autant pour ce qui est de l'homme, on a l'impression qu'on peut répondre à la question. D'ailleurs, même dans l'exemple, finalement, on le définirait par un certain rapport au phallus, au pénis, etc. Mais par contre, ce qui fait une femme, il n'y a pas de... comment on pourrait dire... C'est quoi... D'ailleurs, toi-même, c'est quoi qui fait énigme à Freud? Par exemple, de bout en bout, Freud, il dit, mais enfin, que veut une femme? Et il a le mérite, moi je trouve, par rapport à une certaine psychologie et qui accompagne son époque, de ne pas fermer la question, c'est-à-dire de considérer qu'il y a quelque chose d'énigmatique, il y a un réel qui ne se laisse pas attraper par les mots. C'est cette altérité-là qu'une femme introduit non seulement pour son partenaire, mais pour elle-même, et dont elle attend une réponse, pas tant du côté d'un savoir quelconque ou d'une identification, que du côté de l'amour. Dire l'amour, c'est ce qui s'invente pour traiter ce que les partenaires font de cette altérité. Je ne le dis pas très bien, mais c'est pour ça que je ne crois pas que ça soit simplement la question de l'altérité, la question du partenaire. C'est du réel qui est en jeu dans cette rencontre-là, qui n'est pas simplement rencontre du mâle et d'une femelle. Oui, mais ce réel, il est présent pour les deux. Mais c'est présent pour les deux. Mais et moi, je suis... se situe pas pareil, quoi. Je suis plus freudien que lacanien à ce point de vue-là. Et le Freud qui dit, on ne sait pas dire ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Freud le dit. Il dit, on ne sait pas le dire, puisque en chacun de nous, il y a une partie homme et une partie femme. Donc, alors il dit, on va dire simplement comme ça, mais c'est insatisfaisant. Les hommes, c'est plus du côté de l'activité et les femmes du côté de la passivité. Mais il dit c'est insatisfaisant. Oui, d'autant qu'il dit que cette passivité est très active. Voilà. Donc, mais donc, je pense que Lacan se trompe à penser qu'il sait ce que c'est que l'homme. Et qu'on s'interroge d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui sur ce que c'est qu'un homme. Je pense. Et alors, tu vois, mon petit dada, je vais chez les psychosociologues. Ils font des recherches, ils présentent une série de qualités, de caractéristiques, et on demande aux gens si c'est masculin ou si c'est féminin.
Ça, c'était il y a 30 ans. Et puis, donc, on a une série de caractéristiques. Voilà, ça, c'est les hommes, ça, c'est le masculin, et ça, c'est le féminin. 30 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 10 ans, un étudiant prend cette liste et va les faire passer. Il habite à l'autre bout de la Belgique, et donc il passe ses trajets en train. Il fait passer le questionnaire dans le train, donc le tout venant. Résultat, les hommes anatomiquement hommes sont, d'après ce questionnaire, plus féminins que masculins. Ça veut dire que ce qu'on pensait être le masculin a tout à fait évolué. Et je ne vois pas ce qui fait dire à Lacan que parce que les hommes ont un pénis, qu'on sait ce qu'ils veulent. Mais je crois pas que c'est ça. Non, je caricature un peu, mais prenons le schéma de la sexuation. L'homme, sous l'homme, il y a le phallus, d'accord. C'est à ça que tu fais... C'est à ça que je fais référence. Oui. Mais je ne le lis pas comme ça, puisque ce tableau, c'est le tableau du sujet. C'est-à-dire, l'homme n'est pas à gauche et la femme n'est pas à droite. C'est sûr que si on le là, tu sauves Lacan. Oui, mais là, tu sauves Lacan. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Non. Page 67 du séminaire. Mais tu vois qu'à d'autres pages... Oui, c'est le verbe. Il dit que le sujet, c'est ce qui est masculin, c'est le sujet en tant que parlant. Mais une femme, elle parle. Ah oui. C'est comme Freud disait, la libido est masculine. Mhm. C'est du même ordre d'idée. Par contre, ce qui est du côté de la jouissance ou ce qui est du côté du réel, ça, il n'y a aucun moyen de l'attraper le côté homme. C'est plutôt ça. Mais le sujet est divisé entre ce qu'il est comme énigme pour lui. Parce que ce que je faisais allusion à ça tout à l'heure, la question, le Freud dit, il le dit à peu près avant Simone de Beauvoir, il dit... on ne naît pas femme, on le devient. Bon, Freud, il a une formule Et homme, on est et homme. toi, tu le reprends pour l'homme. Et moi, je souscris. Personne n'a la réponse à la question « que suis-je » D'accord. Ça n'est que du semblant. Simplement, la position masculine est la position de celle qui fait appel au semblant. Et on est divisé de ce qu'on est, qui ne s'y reconnaît pas. Mais ça vaut pour chacun. Mm-hmm. Bon, ça, c'est la bisexualité au sens freudien, pas au sens... Non, c'est comme ça que je le lis, moi. C'est pas... Oui. D'autant que dans votre livre, à un moment donné, il y a quelque chose qui se pose un peu, peut-être comme une solution avec plein de guillemets, c'est-à-dire que vous évoquez le passage finalement de jouir de l'autre à jouir avec l'autre. Et dans le avec l'autre, est-ce qu'il y a encore homme et femme ou... Voilà ça. Et donc ça, c'est un passage là où je fais allusion aux travaux de Gisèle Chaboudès, qui justement essaye de dépasser ce qu'elle appelle, je ne sais pas où elle a été chercher l'expression, la loi sexuelle. La loi sexuelle qui veut, mais ça c'est le mythe de l'enlèvement d'Europe, qu'un homme jouisse d'une femme. Et le schéma de la sexuation, excuse-moi, mais ça fait drôlement penser à ça, l'homme qui jouit d'une femme. Je fais, pour ceux qui connaissent le schéma, donc il y a une flèche qui va du sujet. Alors, parce que d'un sujet, c'est du côté homme, masculin, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, et avec une flèche qui va vers la femme, objet. Maintenant, on peut penser que, comme tu le fais, on peut relire le tableau autrement. Mais donc, elle dit, il y a une sorte de loi ancestrale, que l'homme jouit de la femme, et que maintenant que le patriarcat est en train de diminuer, et que le machisme est en train de diminuer, que davantage d'hommes peuvent se permettre ou de se situer du côté, alors il ne dira pas féminin, mais du côté du patophallique, patophalie,
pas tout centré sur le phallus. Maintenant que ça, elle dit, des couples peuvent imaginer un autre type de relation que la relation un homme jouit d'une femme, mais un homme jouit avec une femme jouit avec un homme. Hein, et elle fait aussi une belle allusion à, un travail sur l'amant de Lady Chatterley, où cet auteur, assez extraordinaire pour son époque d'ailleurs, raconte donc cette histoire d'une femme, une lady, elle est baronne, ou je ne sais plus où c'est la femme de l'auteur qui est baronne, mais là je ne sais plus, qui séduit son jardinier. Et donc dans un premier temps, ce qui est aussi important de concevoir, c'est que c'est un long roman, avec toute une évolution de ce couple, mais c'est aussi un roman qu'il a écrit 7 fois. Donc il a écrit 3000 pages, je pense, et chaque fois en remodelant en fonction des idées de transformation, lui, au début identifié au mâle, donc le jardinier mâle qui réagit de façon machiste par rapport à sa patronne, et qui veut instaurer la primauté du mâle, et qui petit à petit évolue, et la baronne aussi, la lady aussi évolue, et parviennent alors à un certain moment à jouir l'un avec l'autre plutôt que de l'un qui joue l'un de l'autre. Et l'auteur en parle aussi comme étant l'évolution de son couple, de leur couple à eux. Il dit, ce roman, c'est l'évolution de mon couple. Et donc là, on est à 100 000 lieues de l'enlèvement d'Europe. Mais on peut se demander si cette difficulté qu'on a à arriver à vivre en couple, de jouir ensemble plutôt que de jouir de l'autre, si c'est pas parce que ce mythe reste présent dans l'inconscient. Voilà. Alors, il y a une autre dimension du mythe, une autre lecture du mythe qui est le taureau. Enfin, c'est tout le rapport à l'animal, tout le rapport que nous avons, hommes et femmes d'ailleurs, mais aux animaux. Alors, il y a des choses, moi j'ai découvert des choses très étranges, alors au niveau très, très, très concret, très actuel. Enfin, vous savez qu'il y a des assurances pour les animaux maintenant, qu'il y a des hôpitaux. Vous voyez, les hôpitaux, ça, vous savez qu'il y a des enterrements, ça peut être tout à fait vital pour quelqu'un. Hein. Et donc, comment j'en viens ? Oui, le côté animal. Ça, c'est connu qu'on parle de notre libido, notre sexualité du côté. On le projette sur des animaux où on dit tu parlais de Siménon qui disait là je suis en rut. Mais ça peut aussi être alors une métaphore des pulsions et de cet univers pulsionnel en nous et qui vient ravir, enlever, séduire, soumettre le moi du sujet. Donc c'est une perception intrapsychique. Le mythe qui exprimerait, comme si les Grecs savaient qu'il y avait une lutte entre leur pulsion et une lutte de séduction, d'enlèvement, ce que Freud appellera alors le débordement du moi par les pulsions. Oui ? Par rapport à ce que vous disiez du mythe, au début, j'arrive pas à saisir. Si vous entendez le mythe, si vous entendez le mythe comme un effet de structuration du sujet, ou si ça témoigne de la structuration du sujet, parce que
J'ai l'impression que le débat tourne autour de ça et je n'arrive pas à saisir véritablement ce que vous voulez en dire parce que moi j'ai idée que les mythes sont écrits, traversent comme ça les siècles parce qu'ils témoignent de ce que l'homme a trouvé comme moyen de décrire quelque chose du psychisme, plutôt. Et donc, voilà, est-ce que j'ai bien saisi ce que vous vouliez dire? Est-ce que ça témoigne des effets de structuration, mais dans le sens où ça en dit quelque chose, quoi. Oui. Voilà. Oui, mais c'est les deux. Alors, je suis d'accord que je saute, mais quand on valse ou quand on marche, on avance un pied puis l'autre. Le mythe, c'est les deux. Freud dira essentiellement ce que vous dites, c'est-à-dire et d'autres encore, c'est la projection dans le ciel de nos pulsions, de nos fantasmes, de nos rêves. Et Lacan soulignera, avec d'autres aussi, parce qu'il y a que le mythe a un effet de structuration du sujet. Mais on pourrait dire que le mythe, c'est ceux qui ont créé le mythe qui projettent dans le ciel. Ça dit bien quelque chose du rapport du sujet à ce qu'il rencontre dans la vie, quoi. Oui. Donc ça a été écrit, par exemple, cette question de l'inceste. Oui. On voit bien que si on fait un trajet analytique ou si on rencontre des personnes qui veulent en faire un, ces questions se posent, ne serait-ce que par l'intermédiaire de la question des rêves, puisqu'il n'y a pas forcément des actes incestueux qui sont là sur le terrain, mais plutôt des narrations de rêves. Vous voyez, tout ça est traversé par ces questions incestueuses. Et donc, tout à fait. Oui. C'est à partir de là que le travail se fait. Tout à fait. Mais d'où nous viennent ces idées d'inceste, par exemple? D'où ça nous vient? Ce qu'on projette là, on l'a hérité. On l'a hérité par la culture, par la... Et donc, certains disent même, et réinterprètent le mythe parce qu'ils voient bien que c'est problématique, est-ce que le mythe va pousser les gens à réaliser l'inceste, puisque les dieux le font. Alors, c'est frappant que inceste, pédophilie, violence conjugale, inceste, pédophilie, c'est des hommes de pouvoir, qu'il y a un lien entre le pouvoir donc, oui, ça c'est encore une autre question. Mais pardon, donc je pense qu'il y a cette dimension-là, et alors certains ont moralisé le mythe. Certains disent, vous voyez, le mythe nous indique ce qu'il ne faut pas faire. Et par exemple, puisqu'elle est abandonnée, puisqu'elle est honteuse, puisqu'elle veut se suicider, dans un certain mythe. Dans la version Horace, dans une certaine version du mythe. Mais c'est l'idée que, oui, ça forme aussi, ça nous... écoutez, ce que les romans que vous lisez, ça a des effets sur vous. Mais le témoignage dont vous parlez, Étienne, cette dame, cette jeune femme dont vous parlez, qui sur le terrain de l'analyse vous dit, bon voilà, ça s'est arrêté, ça s'arrête, oui. Il y a ce blocage, et elle renvoie à ce qui lui est arrivé quand elle était enfant. Et donc... Du coup, quand elle était enfant, la culture de l'inceste, tout ça, elle ne connaissait pas. Et pour autant, elle s'arrêtait quand sa mère... il y avait quelque chose qui était lié à la présence de sa mère qui faisait qui la mettait mal à l'aise, on va dire, dans ce lien qu'elle avait avec son père. Et là, ce n'est pas culturel. Enfin, vous voyez, c'est pas culturel, là. Qu'est-ce que...
Pourquoi vous dites que c'est pas culturel? Même puisqu'elle était enfant et qu'elle fait référence à cet événement-là qui raconte son histoire infantile de son... Oui, c'était le regard courroucé de la mère et la peur de perdre l'amour de la mère qui jouait, dit très simplement. Un autre exemple au niveau de la culture, ça, c'est un cas aux présentations Dolto, des thérapies Dolto, hein, quand on était quelques analystes à assister aux thérapies Dolto. Une petite fille, son père a des attouchements. Sans problème, ça ne lui fait pas problème. Au point qu'elle en parle à ses copines. Et ses copines lui disent « mais ça, on ne peut pas ». Et du coup, problème. Du coup, symptôme. Donc là, on voit un effet de la culture. Et inversement, je pense à quelqu'un qui a fait une recherche sur... quelle perversion Ben oui, ça concerne aussi l'inceste. Et il y a des sujets pervers. Il a fait des catégories de pervers différentes, si vous voulez, en fonction qu'ils ont vécu dans un milieu où c'était tout à fait commun, tout à fait accepté, et un autre où la loi de l'interdit, la loi implicite de l'interdit était présente. Donc s'il n'y a pas une culture qui vient dire, et pas seulement une loi, hein, mais une culture qui vient dire il y a un tabou, c'est pas sûr que ça fonctionne. Mais est-ce que, Patrick, oui. Pour le coup, c'est moi qui vais être très freudien. Oui. Il faut bien qu'il y ait une raison à ce tabou. Et là, je vais être lévi-straussien. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de prohibition de l'inceste, non, même pas de prohibition, parlons pas de prohibition. Si jamais il n'y a pas quelque chose qui s'appelle inceste, il n'y aura pas la mémoire des places dans les structures élémentaires de la parenté. C'est-à-dire, les structures de la parenté se confondront avec un pédigré. Si je veux savoir quelle est ma place de fille ou de fils d'eux, il faut que les relations d'alliance soient interdites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transgression. Ça veut dire que si j'ai des relations avec mon père ou ma mère, je sais que c'est mon père et ma mère. Il faut qu'il y ait cette mémoire-là. Et c'est ça qui est porté par la culture, en effet. Parce que c'est déjà culturel, ça. Moi, je fais allusion à totem et tabou. Je veux dire, totem et tabou, c'est assez drôle que la horde des animaux tue la bête qui ne se sait même pas perdre. Puisque c'est une fois morte que la horde dit « hop, stop ». On ne va pas jouir des femmes ni de tous ceux pourquoi on l'a tué. On se reconnaît comme les fils du totem. Pourquoi ils ne tuent pas? Hein? Pourquoi ils ne... Et pour sauver l'alliance. Quoi? Pour sauver l'alliance. On passe de la biocénose... Parce que sinon, ils s'entretueraient entre frères. Sinon, ils s'entretuent. Sinon, on revient à la biocénose, au brame du cerf qui se termine aujourd'hui, à peu près. Oui. Bon, c'est la période du fruit chez les cerfs. Non, mais alors, c'est nouveau la question d'origine. Je comprends la question de... C'est la question de l'origine de ce tabou. Mais qui naît avec la culture, pour moi. Oui, qui naît avec la culture. Parce que après qu'il y ait des gens qui couchent avec, mais si c'est interdit l'inceste, mais c'est bien parce qu'il y a un désir. Sinon, il n'y aurait aucune raison d'interdire l'inceste. Des fois, on nous dit chez les animaux, justement, dans certains, je ne sais pas si c'est chez les cerfs, mais il y a des animaux où la fuite des petits est organisée biologiquement. Et on nous dit la prohibition de l'inceste existe. Mais non, il n'existe pas, puisque ça n'est pas porté par une histoire, par un récit, par un mythe. C'est biologiquement... Il parle d'évitement. Oui, il parle d'évitement. Sauf, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un évitement de l'inceste chez les animaux, sauf chez les domestiques. Ah ben non, là, ça ne marche plus, c'est complètement déréglé.
Parce qu'ils fréquentent les humains. Non, mais c'est frappant. Mais parce qu'on a remplacé les bornes naturelles par des bornes culturelles, mais eux, ils n'y sont pas dedans, ils sont au bord. En fait, mais donc, il y a cette... Oui. Une question par rapport à nos origines animales. Donc l'être humain est un animal civilisé, mais à la base c'est un animal. Quand on regarde les comportements animaux, le taureau dans son pré entouré de vaches, les singes, le mâle dominant entouré de femelles, etc. Donc il y a quand même à la base des comportements mâles et femelles qui sont extrêmement marqués. Alors chez l'humain aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui une évolution là, des comportements amoureux, avec des dénonciations des séductions forcées des hommes, est-ce que c'est la culture qui va étouffer ce terrain originel de l'homme, le côté animal qu'il a? Et donc, est-ce qu'on est en train d'arriver vers une sexualité artificielle presque, qui va contre nos origines ou nos instincts animaux, ou pas? Mais on est dans une sexualité artificielle. Bon, pour reprendre le mot, moi je dirais culturelle. Elle est culturelle. On devient amoureux parce qu'on lit des histoires d'amour. Quelqu'un qui n'a pas lu d'histoire d'amour, ça va être très, très différent. Donc nos instincts sont dénaturés à cause de la civilisation. Donc il nous reste des traces d'instinct. C'est pas pour rien qu'on fait des expériences avec des animaux pour comprendre les humains. Mais on voit la limite. On voit la limite de ces apports, des expériences ou des observations des animaux, parce que chez les hommes, c'est dénaturé. Les instincts sont là, la biologie est là. La biologie, les pharmacies font des expériences d'abord sur les animaux, parce qu'il y a des éléments semblables. Il y a des gènes, une quantité de gènes semblables entre, alors je ne sais plus quelle espèce animale, mais en tout cas les souris, mais c'est dénaturé. Vous disiez artificiel, mais je pense que c'est quelque chose. D'où le malaise. D'où le malaise que... Alors, maintenant que la culture est moins répressive, ben voilà, on voit que ça ne simplifie pas la vie. Ça ne simplifie pas, en tout cas pas la vie des couples, même la vie en société devient plus compliquée. Parce que, mais c'est bien, hein, je suis pour la libération, mais il faut savoir que la liberté, ça a ses exigences, c'est que chacun doit imaginer son propre chemin, son propre rapport à ses fantasmes, donc chacun doit être créatif, doit créer. Parce que la culture n'étouffe plus tout ce qui était étouffé dans le passé. Non, moi je partage absolument ça. C'est vrai que l'animal, c'est l'instinct qui règle le rapport entre l'organisme et ses objets. Et nous, il suffit de regarder là. Ce qui règle notre rapport au monde, c'est du langage, c'est la culture partout. Nous, il faut qu'on se débrouille avec ça. Mais évidemment, on hérite de siècles. Je ne sais pas si tu fais allusion, il me semble, ou est-ce que je mélange des lectures, aux femmes préhistoriques. Parce qu'il y a plusieurs... Oui, parce que c'est quand même intéressant de voir que les premières femmes préhistoriques, morphologiquement, il n'y avait pas de différence avec les mâles. C'est avec le Néandertal, avec le néolithique. Les paléontologues là, amènent des trucs étonnants, là, mais évidemment, c'est aussi une science, comment dire, il n'y a pas de trace écrite. Je cherchais le mot spéculatif, mais par exemple, on trouve dans les tombeaux, on trouve des tombeaux de femmes avec autant de richesses que d'hommes. Et donc cette image des premiers paléontologues
comme quoi l'homme était tout puissant et la femme esclave. Et tirer sa femme par les Et cheveux. tiré par ça, c'est encore la projection du machisme de ces paléontologues du 19e qui projetaient là, c'était pas dans les cieux, mais c'était dans la préhistoire. Et donc, on voit, et dans certaines peintures, dans les grottes, etc., on voit que les femmes avaient peut-être beaucoup plus d'importance. Et le sexe féminin, qu'on retrouve les traces du sexe féminin dans ces grottes, était beaucoup plus présent et valorisé, semble-t-il. Enfin, et qui aurait eu il y a toute la distinction. Est-ce qu'il y a eu un matriarcat auparavant? C'est une thèse qui a eu vent à un certain moment. Maintenant, on dit qu'il n'y a jamais eu de matriarcat. Mais il n'y a pas que le matriarcat, c'est-à-dire le pouvoir des femmes, mais le matrilinéaire, c'est-à-dire la transmission du nom, ou le matrilocal, c'est-à-dire qu'on va vivre dans la tribu ou dans la maison de l'homme, plutôt que... Voilà, il y a eu... Mais le matriarcat, c'est pas sûr que ça existe. Il y a quelques déesses quand même, il y a quelques déesses avec un grand pouvoir. Oui, je crois qu'au néolithique, apparemment, ce qu'à peu près supposé, c'est que la domination des femmes vient aussi avec la naissance de l'agriculture, de la guerre et des monothéismes. Enfin, il y a tout un... La domination J'ai dit domination des femmes. Ah. Non, c'est équivoque. C'est équivoque. Ouais. Oui, d'accord. Enfin, Il semblerait, par exemple, que les peintures pariétales, que c'est à partir des mains négatives et d'un, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'un critère sur la longueur des doigts, on peut identifier les mains masculines et les mains féminines. Et il y a une hypothèse qui veut que les mains pourraient être des signatures, pas à Gargas, par exemple, dans certaines grottes, et qu'elles signent des dessins attribués spontanément. C'était un homme qui avait peint tout ça. Et on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses techniquement, etc., qui sont vraisemblablement faites par les femmes. Donc il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que la fin du machisme ici va refaire l'histoire depuis le début. Et après, c'est une même. Et puis Une connerie. Oui. J'ai une amie à moi qui définit l'amour comme la rencontre de deux inconscients. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis d'accord. Ben, on peut pas. Ce n'est pas que la rencontre de deux inconscients, parce qu'on est quand même conscient des sentiments qu'on peut avoir. Mais c'est deux inconscients dans le sens que, un peu dans le sens que on disait tout à l'heure, il y a le transfert. Le transfert, ça ne se passe pas seulement dans la cure analytique, ça se passe partout. Vous transférez sur moi, je transfère sur vous. Dans le couple, on transfère. Les exemples que je vous donnais de la figure du père qui apparaît, et donc ça c'est inconscient. Donc le désir est inconscient et l'amour a aussi une face inconsciente, c'est-à-dire qu'on va aimer, on va aimer tel homme comme on a aimé sa mère. Avec les difficultés que ça peut poser, c'est que l'homme est pris pour une femme, pour une mère, qui a une demande, plus exactement, qui a une demande adressée à son homme, qui est une demande adressée à la mère. Ou inversement, alors la haine qui est transférée sur l'homme, qui est la haine d'abord adressée à la mère, et réciproquement pour l'homme. Donc moi, je distingue amour et désir, bien que quoi ? Bien que dans notre culture, en tout cas, on essaye que ça se conjoigne. Mais regardez que dans notre enfance, on a dit
aime tes parents, mais surtout ne les désire pas. Hein? Donc on a été amené à séparer amour et désir. Hein? Et Freud dit par rapport à l'amour, c'est on aime soi-même dans l'autre, ou bien on aime ce qu'on aurait aimé être, ou bien on aime, je ne sais plus. Il y a quoi? Oui, oui, celui qui a appris, c'est ça, l'amour par étayage, c'est-à-dire celui qui a pris soin de moi, celui qui a fait que je survis. Hein, parce que s'il n'y avait pas une mère ou un père ou un grand autre près de moi dans mon berceau, mais je mourrais. Donc cet amour-là, on va le transférer sur son conjoint. Mais inconsciemment. Tandis que le désir, là, le désir, c'est le côté pulsionnel, le côté fantasme qui est en jeu. Et c'est, pour prendre Lacan, c'est le bout de corps qui nous a fascinés chez l'autre qu'on va essayer de retrouver dans son conjoint. Une analysante me disait récemment, après un certain temps d'analyse, j'ai dit « Mais c'est pas croyable, vous avez tout à fait le regard de ma mère. » Hein? Et une autre, aussi après un certain temps, vous savez, j'ai téléphoné pour prendre rendez-vous avec X, qui était une collègue féminine avec qui je partageais le téléphone. Et donc, elle me raconte ça 5 ans après, je pense. Elle me dit, mais quand j'ai entendu votre voix, je ne sais pas pourquoi j'ai pris rendez-vous avec vous. Donc, vous voyez, le désir est suscité, ou Lacan insiste sur le fait que le désir est suscité par des bouts de corps qui nous ont marqués. Alors, ça peut être un regard, ça peut être un mouvement de lèvres, ça peut être le sein. Bon, ça, c'est un bateau, je dirais. Hein. Comment on peut être attiré par le sein. La voix. Donc, ça, c'est plutôt le côté du désir. Mais le désir a une dimension tout à fait inconsciente. Oui. Parlez. Qu'est-ce que ça serait pour vous le vrai inceste? Ça, c'est une colle. Le vrai inceste. Parce qu'il me semble que ce n'est pas la même chose pour le garçon que pour la fille. Non, j'ai envie de vous répondre, mais on peut peut-être élaborer. Le vrai inceste, c'est l'inceste avec la mère. Parce que, mais que ce soit pour la fille ou pour le garçon. Parce que, alors pourquoi ce serait le vrai? Mais parce que dans toutes les cultures, c'est celui qui est le plus tabou. Hein? C'est celui qui est le plus tabou, et dans notre culture, c'est celui qui fait le plus de dégâts. On parle plus souvent de l'inceste. Parce qu'il est plus fréquent, et il est moins tabou. Est-ce que c'est un vrai inceste? Qu'est-ce que c'est que vrai? Non, je dis, alors parce que certains psychanalystes, il y a eu une époque où on disait il n'y a d'inceste qu'avec la mère. Et on disait l'inceste avec le père, bon, c'est pas un inceste. Et il y a toute une époque où ça a été tout à fait banalisé. Ça n'a aucun effet. Je me souviens encore d'un collègue quand je parlais du désir incestueux c'était il y a longtemps, il y a 30 ans, qui me disait mais quoi? Mais avec quoi tu viens? Je parlais du désir incestueux, qu'il faudrait quand même que les psychanalystes commencent à penser du désir incestueux du père pour sa fille. Alors on dit, mais avec quoi tu viens, quoi? C'est tout ce qu'elle demande. Où est le problème? Donc vous voyez, la banalisation, mais regardez les banalisations de la pédophilie, là, il y a moins longtemps encore. Hein. Donc il y a eu toute une banalisation, mais ce qu'on constate quand même, c'est que
ça a des effets aussi ravageants. Pas aussi ravageants pour la mère qu'avec la mère, mais quand même ravageants. L'inceste avec le père. Je ne sais pas si c'est... Je crois qu'il va falloir qu'on arrête peut-être, non? Mais je ne sais pas si c'est un élément déterminant de réponse, mais la mère, une femme, elle maintient présent le lien à la nature par les règles, les menstrues, la grossesse, l'accouchement, dont l'habitat langagier nous sépare. Et je veux dire, là, il y a quand même une fonction de la prohibition de l'inceste qui est de traduire le fait que nous habitons le symbolique, nous habitons le langage. Le père, c'est déjà un élément symbolique. Que le père, il faut le nommer. Il n'y a rien à faire, il y a quelque chose comme ça. Et donc, sans doute, ça rejoint la raison pour laquelle il y a dans l'inceste avec la mère quelque chose de beaucoup plus destructeur, puisque ça s'en prend au fondement de lui-même. Moi, je suis frappé, d'ailleurs, dans tous les crimes de viol, etc., que quelquefois, quand on entend les gens plaider ou quand on entend la discussion, on nous explique que c'est un crime parce que c'est interdit. Mais moi, je crois que c'est plus que ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est faire rentrer la jouissance qu'il ne faut pas pour s'humaniser dans le corps de quelqu'un qui n'en veut pas. Alors après, c'est vrai que le consentement peut atténuer le traumatisme, mais avec le père notamment. Mais j'ai l'impression qu'il y a toute une clinique là, que ton livre est clair, que la psychanalyse est claire, et sur laquelle il est difficile de se repérer sans passer par Freud et Lacan. Enfin. Cliniquement, comme tu dis, c'est plus ravageant, d'une part. Et puis, je pense à une famille comme ça qui était en consultation dans le centre où j'étais, où tout le monde, tous les frères et sœurs faisaient l'amour, le père, les frères, les sœurs, mais pas avec la mère. Hein? Donc, comme s'il y avait là un interdit plus fort et donc un vrai inceste, si vous voulez, mais dans ce sens-là. Chez le pharaon, il n'avait pas le droit de coucher avec sa sœur jumelle. Ils n'en avaient pas tous. Dans la Rome décadente, c'est la tante. Je ne sais pas ce qu'elle a fait au bon Dieu, il ne fallait pas coucher avec la tante. Non, mais il faut simplement un point d'interdit. Parce qu'après, après, dans les sociétés traditionnelles, ce qu'on appelle père et mère, ça se redouble avec la parentalité biologique, mais pas dans toutes les sociétés. Ok. Mais il faut pouvoir qu'ils puissent signer les bouquins que vous allez acheter. Vous partez chacun avec le vôtre. Non, on ne déconne pas. Merci, allez, Patrick. Merci bien à tous. Oui. Merci. Il s'agissait de Patrick de Noter à la librairie Ombre Blanche, vendredi 15 octobre 2021, autour de la parution de son ouvrage « Les hommes, leurs amours, leur sexualité, actualité et obsolescence du mythe de l'enlèvement d'Europe » aux éditions RS. Réalisation et mise en onde, Radio.
Vous avez pu écouter une rencontre avec Christian Galland, co-auteur avec Anne Gonon du livre Occupy Tokyo, SILT, le mouvement oublié, édition Le Bord de l'eau, enregistré le 18 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche, animé par Yves Cadeau et réalisé et mis en onde par Radio Radio. Il s'agissait à l'instant de Lloyd Cherry lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 9 octobre 2021, autour de Dune de Frank Patrick Herbert. Lloyd Cherry est directeur de l'ouvrage Tout sur Dune, paru aux éditions La Talente et Léa. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Il s'agissait d'un débat enregistré le 13 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Zrinka Staouiak, autrice de l'ouvrage Les fixeurs au Moyen-Âge, édition du Seuil, et animé par Daniel Balou. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Le roman de David Diop, La porte du voyage sans retour, est paru aux éditions du Seuil. David Diop est également l'auteur de Frères d'âme, prix Goncourt des lycéens 2018 et prix de l'International Booker Prize 2021. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 15 octobre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.